Effectivement, nous avons tous entendu les déclarations du chef de l'État, d'abord aux libertés et à la démocratie, où il dira qu'il y aura plus de liberté, plus de démocratie, qu'on va construire la démocratie. Et ensuite, il a également dit que les élections sont terminées. Donc, en gros, c'est pour dire que les élections sont terminées, les violences électorales sont terminées. Tout est derrière maintenant. Il faut qu'on construise le pays. C'est comme si, le père de la nation demande à ses enfants donc de se rassembler pour qu'ensemble, donc, on puisse construire le pays. En fait, c'était le message d'espoir. Non, pour l'instant, nous sommes organisation des droits de l'homme, une organisation citoyenne, donc qui suit les événements, qui suivent les paroles du chef de l'État. Et en tant que président de l'ODHP, en tant que citoyen aussi, parce que je suis citoyen après tout, donc président de l'ODHP, militant des droits de l'homme, quand un président, au cours d'un événement aussi solennel que constitue la prestation de serment, dit des choses aussi intéressantes, aussi graves, nous, actuellement, on ne voit pas sur le terrain les manifestations concrètes de ce qu'il a eu à dire, puisque, monsieur le journaliste, mais les arrestations continuent de plus belle. Tous les jours de la BEF, on m'appelle pour me dire que voilà, tel client a donné ton nom, etc. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, on ne voit pas manifestement les actions. D'ailleurs, le comme du chef de l'État, c'est comme s'il était venu recadrer le chef de l'État dans son élan de dire qu'il faut qu'on se rassemble. Il dit non, il ne s'agit pas de ça. Il ne s'agit pas de ça. Il a dit, je crois que c'est M. Oumbouidi qui est venu expliquer le contenu de la pensée du chef de l'État quand il disait qu'il faut le rassemblement, les élections sont terminées, il faut maintenant construire le pays. Ce qu'il y a, c'est que c'est toujours la suite des violences électorales. Et celle que j'ai pu assister à la criée, c'est toujours terrorisme. Vous comprenez? Donc, les arrestations continuent de plus belle et je crois que ça se dénomme à des centaines aujourd'hui. La région des Savets, Banté, Tchaourou, c'est dans ces régions-là. La dernière fois, par exemple, le 7 juin, il semble qu'ils sont allés arrêter à Tuy des gens à la mosquée de Tuy. Donc, toujours dans le cadre des violences électorales. Il y a le responsable des étudiants du Nord à l'UAC ici. Donc, il a été arrêté, j'ai vérifié. Effectivement, on m'a dit qu'il est encore à la BEF actuellement. Oui, tout cela après le discours du chef de l'État, que toutes ces arrestations-là continuent de plus belle. Vous comprenez? Donc, nous ne voyons pas la manifestation de cette déclaration du chef de l'État lors donc, de sa prestation de serment. C'est après la prestation de serment qu'on a constaté encore un durcissement des conditions de détention, aussi bien à Missirité, Porto-Novo que Cotonou. Le nouveau régisseur de Cotonou, mais serait un véritable bourreau. Par exemple, à Cotonou, aujourd'hui, les détenus politiques sont regroupés dans une cellule de 30 mètres carrés. Ils sont plus de 35, enfermés 24 heures sur 24. Donc, je parle donc des Thibault, des Moutondi, des Joël Aïvor. C'est eux. Donc, ils sont dans cette cellule-là à Cotonou ici, 30 mètres carrés, plus de 35 personnes ensemble, enfermées 24 heures sur 24. Ils ne sont même pas en mesure de voir leurs parents et c'est remise de repas. Et dès que tu dépasses les 5 minutes après, et puis c'est fini, on vous arrête. Oui, juste au moment de recevoir le repas. Et quand leurs avocats arrivent, pas de droit de visite. 24 heures sur 24, ils sont enfermés. Et il y a les risques de cécité. Et c'est pour ça, et nous alertons l'opinion nationale et internationale sur ces conditions-là exécrables qui sont faites à ces prisonniers-là, aussi bien à Cotonou, à Porto-Novo, qu'à Ouida, à Missirité aussi. Mais c'est pourquoi nous le dénonçons, parce que les conventions internationales sur les droits des détenus sont claires. On doit pouvoir ils ne sont pas déchus de leurs droits civils. Mais je m'attelle à le dire. Je suis tellement bien placé pour le dire que moi-même j'ai été prisonnier dans une prison de haute sécurité à Segbana. Donc je sais de quoi je parle. Donc on ne doit pas faire ces conditions-là. Même à l'époque du PRPB, on n'a pas fait ces conditions-là aux détenus politiques. À Cotonou ici encore, à la prison civile. Mais c'est très grave. Tous sont mis dans le même sac. Vous savez, en matière pénale, normalement, la personnalité du délinquant donc, est importante. C'est-à-dire du prisonnier est importante. On ne peut pas prendre quelqu'un, un ancien ministre, ou bien un professeur de haut rang, ou un haut cadre, le traiter comme les vulgaires délinquants, là, même s'il était un délinquant, vu son rang social,
on doit le traiter avec beaucoup plus d'égards. Donc, nous le réclamons à corps et à cri. Nous interpellons le garde des Sceaux et au-delà de lui, le chef de l'État. Parce que tel que vous protestez contre ces conditions auprès des régisseurs, ils disent « Ah, c'est les instructions que nous on a reçues ». De qui? On ne dit jamais de qui ils ont reçu ces instructions pour rendre les conditions de vie insupportables donc aux détenus politiques. Non, monsieur le journaliste, vous voyez, normalement, rien n'interdit à un avocat d'alerter la presse lorsque la vie de son client est en danger, surtout quel que soit le dossier. Parce qu'il y a des dossiers qui sont des dossiers, c'est vrai, c'est des dossiers judiciaires, mais on doit informer l'opinion nationale et internationale sur les conditions qui sont faites lorsque la vie de vos clients est en danger. Bon, je m'étonne que les avocats ne communiquent pas parce que, bon, je sais pas, tout le monde dit, que moi je veux pas d'histoire, etc. Mais je sais pas quelle histoire dit que quelqu'un est maltraité et ton client est maltraité en prison, c'est ça, chercher des histoires? Moi, je comprends pas. Monsieur le journaliste, je fais partie d'un ordre professionnel. Cette question, il va falloir que vous posiez ça à notre bâtonnier en exercice pour qu'il vous réponde pourquoi le barreau ne dit rien face à cette situation-là. Vous voyez, peut-être qu'il s'est imposé une obligation de réserve. Je dis toujours d'aller le voir, de lui poser la question pour qu'il puisse dire pourquoi. Depuis longtemps, bon, les dignitaires du barreau ne disent rien par rapport à la situation, tout au moins des arrestations arbitraires ou tout au moins les conditions de détention exécrables qu'on fait à ces citoyens-là. C'est vrai, c'est l'ODHP qui a donné la lettre par rapport à son état de santé, tout ça. Bon, ces avocats auraient même écrit au garde des Sceaux pour attirer son attention. Moi-même, j'ai alerté l'opinion nationale et internationale sur ces conditions, sur la confiscation de ses commodités. Par rapport à son état de santé, Dieu merci, elle s'est retrouvée, mais les rumeurs avaient fait courir que même le Conseil des ministres avait même dit que qu'elle aurait sollicité une évacuation sanitaire. Non, elle n'a jamais, ni de près ni de loin, sollicité une évacuation sanitaire. C'est vrai, elle a eu des ennuis de santé, mais pas pour dire, qu'elle veut aller à l'étranger. Non, j'ai vu circuler, j'ai ri, j'ai dit, mais c'est connaître mal Dame Rekia pour qu'elle dise, de lui permettre d'aller se soigner à l'étranger. Certes, elle a demandé que ces médecins de la France et du Togo viennent la soigner ici, et c'est son droit le plus absolu. Mais elle n'a jamais demandé une évacuation sanitaire au gouvernement. Oui, on lui a fait venir, mais c'est vrai, pas des médecins de la France, mais des médecins que ses avocats ont choisis, donc pour qu'on puisse aller. Malheureusement, on lui a encore collé des médecins qu'elle n'a pas demandé, alors finalement elle a dit qu'elle n'en veut plus. Parce que c'est pas ça qu'elle a demandé. Elle n'a pas demandé 3 médecins, elle a demandé son médecin, c'est son avocat qui a un cardiologue, et puis on lui a adjoint 2 autres cardiologues qu'elle n'a pas demandé. Bon, finalement, parce que le pouvoir n'a pas voulu qu'elle se fasse soigner. Parce que c'est pas ce qu'elle a demandé. Elle a demandé son cardiologue, un de ses avocats, donc a amené le cardiologue qu'elle lui a trouvé et qu'elle a validé. Mais en venant, le cardiologue a amené 3 autres médecins. Donc elle dit non, je suis désolé, moi je vous connais pas, je ne peux pas me laisser traiter par vous. Voilà, donc Dieu merci, elle s'est retrouvée et il semble que ça va mieux maintenant.